Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une, le traditionnel mariage collectif de Banaba édition 2026 s'est tenu ce mercredi 6 mai 2026 sur toute l'étendue du territoire national en présence des autorités communales et coutumières de la commune 1 du district de Bamako. Suivant. À Banamba, la tradition et la solidarité se donnent rendez-vous chaque année à travers le mariage collectif, un événement culturel majeur qui rassemble des centaines de couples et mobilise toute une communauté. Dans une ambiance festive et empruntée de valeurs traditionnelles, la ville de Bamako l'a célébré ce mercredi, une initiative qui permet à plusieurs couples d'unir leur destinée dans un cadre organisé. Si on voit qu'on a fait des mariages comme ça, collectivement, c'est pour que les enfants, les fils de Banaba, puissent se connaître et puis puissent s'unir collectivement à faire des choses ensemble. Pour que les gens qui sont riches ou les gens qui sont pauvres ne peuvent pas se connaître. Dans le contexte actuel, sous le commandement de Beleke Sempara, on a convenu de faire en sorte que les choses se passent calmement. Appeler toutes les Banabais dans l'union. Il faut que l'esprit soit unique autour du Mali. Parfois, il peut avoir qu'on ne parvient pas à se comprendre. Mais s'il y a de la sagesse, vous allez voir qu'il y aura une suite favorable pour vous. Dès les premières heures de la matinée, familles, autorités communales et invités se sont mobilisés pour accompagner les nouveaux mariés dans cette étape importante de leur vie. L'émotion était au rendez-vous. Certains n'ont pas caché leur joie de pouvoir officialiser leur union. Bon, moi je suis très heureuse aujourd'hui qu'il n'y a même pas de mots pour exprimer ces sentiments-là. Du coup, je suis très heureuse. Si, Inch'Allah, si Dieu le veut. Bon, tout ce que moi je peux lui dire, c'est que je l'aime et on s'aime et on va créer des bons et des belles choses dans les avenirs. Parées de leurs plus beaux habits, les femmes fortement impliquées dans l'organisation ont également joué un rôle central dans la réussite de l'événement en donnant une dimension chaleureuse et conviviale à la cérémonie. Elles n'ont pas manqué de prodiguer des conseils et des sages bénédictions. C'est un sentiment de satisfaction, de joie et beaucoup de plaisir. Et cette occasion quand même est donnée à chaque famille de Banaba de se rencontrer, de se côtoyer et d'être ensemble. Et c'est une journée aussi dont et ça nous aide beaucoup, nous les femmes qui sont là, qui sont les mamans des enfants, ça nous aide financièrement. Parce qu'on ensemble tout le monde pour faire célébrer le même mariage le même jour qui est le 6 mai 2026. À cette occasion, on prépare ensemble et on fait les mêmes uniformes. Et comme ça, ça montre quand même qu'il y a l'entraide, qu'il y a la solidarité et qu'il y a l'amour entre nous. Le conseil que nous avons à donner aux jeunes filles, c'est qu'il faut respecter les lois et les traditions. Et on a des droits, mais en même temps, on a aussi des devoirs. Et tous les conseils sont donnés aux femmes. Et il est temps aussi qu'on donne des conseils aussi aux hommes. Raison pour laquelle nous demandons quand même que tout le monde connaisse ses droits, mais tout le monde quand même apprend aussi de ses devoirs pour appliquer au sein de la famille. Ça va diminuer les conflits et nous allons voir que les mariages seront continuels et seront pérennisés au fil du temps. Une fierté pour le maire de la commune 1 du district de Bamako de célébrer plusieurs unions à la fois. Dans son intervention, il a salué cette initiative entreprise par les Banambais qui renforce la cohésion sociale et préserve les valeurs culturelles. Le mariage collectif des Banambais, c'est quand même une cérémonie qui se date de très longtemps. Et ça fait du bien parce que quand les mariés sont nombreux, ça fait du bien parce que ça fait moins de dépenses, mais ça renforce le tissu social, ça renforce la cohésion sociale, ça renforce les liens de famille, les liens de parenté et surtout ça renforce la capacité d'entraide.
d'une communauté. C'est devenu un brassage socio-culturel. Aujourd'hui, ça ne fait que du bien pour l'humanité. En qualité d'officier principal, on m'apporte les rapports des mariages dans les 10 centres. Alors, en commune 1, ici, nous avons 10 centres secondaires. Et les 10 centres secondaires, c'est le mariage. Le mariage est un lien sacré entre deux individus. Mais au-delà des deux individus, le mariage est un lien sacré entre les familles. Entre les familles. Donc je pense qu'aujourd'hui, une des choses, c'est de se marier, mais l'autre chose aussi, c'est de tout faire pour garder le mariage. Au-delà de l'union de plusieurs couples, le mariage collectif de Banamba apparaît comme un symbole fort de solidarité, de partage et de valorisation des traditions locales. Tous nos vœux de bonheur au couple. Volet éducatif. Dans sa lettre datée du 17 avril dernier, le directeur national de l'enseignement fondamental a annoncé un remaniement temporaire des heures de cours au niveau fondamental en raison de la forte canicule. Motif avancé, préserver la santé des élèves et des enseignants. Pour constater l'effectivité de la note et recueillir l'avis des acteurs concernés, une de nos équipes de reportage conduite par Samaïra Sangou a sillonné quelques établissements scolaires suivants. Début des cours, c'était 30 minutes. Fin de cours, 12h30 minutes. Ainsi sont fixés les horaires de cours au niveau de l'enseignement fondamental sur l'ensemble du territoire national tel que recommandé par le directeur national de l'enseignement fondamental dans sa lettre datée du 17 avril dernier. Si l'objectif recherché est de préserver leur santé, y compris celle des enseignants, les élèves saluent l'initiative d'une part et d'autre part égrènent des inquiétudes. Le fait que les horaires ont changé, ça peut jouer sur les élèves, car les maîtres ne pourront pas terminer avec le programme à temps. Et les élèves ils doivent faire une bonne révision avant l'examen. Ça peut jouer sur les élèves. Les élèves doivent apprendre à la maison. Et quand les heures sont terminées, ils doivent faire les exercices aussi. On laisse rentrer à la maison pour faire des exercices et nous reposer. La chaleur, c'est une période qui fait très chaud au Mali ici. Donc les maîtres ont coupé les heures pour que les élèves se reposent à la maison et pour que les élèves ne soient pas tombés à la malade quoi. Et puis les maîtres ont bien fait de laisser les enfants passer à la maison car il y a d'autres enfants qui sont asthmatiques ou des malades très graves et qui se trouvent dans la classe. Côté enseignant, l'initiative est plus que salutaire compte tenu de la température qu'affiche le thermomètre ces temps-ci. Le changement climatique est une réalité. Donc il fait trop chaud maintenant qu'auparavant. Et la chaleur là devient vraiment intenable. C'est pour cela qu'on me demande de rentrer tôt et de se libérer les enfants tôt par crainte des impacts négatifs sur leur santé quoi. Bon, je pense que ça a un impact positif parce que si on entre tôt et qu'on continue de travailler jusqu'à 12h30, c'est la décision du ministre. Donc je pense que les enfants, au moment où il fait trop chaud là, donc les enfants seront à la maison à l'abri donc de la chaleur. Intervenez à un moment crucial de l'année scolaire puisque les examens de fin d'année démarreront bientôt. Certains promoteurs d'école pensent que l'application pourra avoir des retombées négatives sur le déroulé du reste de l'année académique. Par rapport au réaménagement des emplois de temps, des horaires, je pense que ça va avoir un impact négatif sur les horaires, sur les programmes. Les emplois de temps compte tenu des jours fériés, ça joue sur le programme. Et si on laisse les après-midi, parce que les programmes sont répartis entre les matinées et les après-midi. Mais si on laisse les après-midi, ça veut dire que les cours, prenons les cas de secondaire, même les deux cycles, il y a des programmes qui sont enseignés ou des leçons qui sont enseignées dans les après-midi. Mais si on suspend les cours des après-midi, automatiquement, alors ça veut dire qu'il va y avoir un impact négatif. Au niveau du fondamental 2 par exemple, les enseignants qui ont des cours là-bas, donc si on arrête les cours des après-midi, obligatoirement, ces matières-là, les programmes ne seront pas achevés. Ni au premier cycle ni au second cycle. Donc ça va jouer un impact négatif sur vraiment le programme en général. Au même moment,
D'autres responsables scolaires saluent les autorités en charge de l'école pour l'initiative avant d'ajouter qu'elle est venue à point nommé. Et je dirais cette décision est même salutaire. Nous sommes déjà habitués à ça. Quand on appelle un dirigeant aussi est appelé à faire des planifications. Je me rappelle bien, ça vaut quelques années, chaque année quand la période arrive, l'État demande de revoir un peu l'emploi du temps. Donc nous, à notre niveau, on s'est mis déjà en amont pour travailler par rapport à ça, pour qu'on puisse éviter certains désagréments dans ce sens. Qui connaît l'État aussi, c'est notre tutelle. Il y a des responsables, ils sont tous des responsables et ils ont la maîtrise de ce programme. Je sais très bien que ça n'aura pas d'impact sur nos enfants. Et le même programme va continuer. C'est juste qu'il y a eu un changement de temps parce que qui parle des enfants aussi quand ils vont quitter chez eux pour venir à l'école vraiment sous le soleil comme ça peut les rendre encore malades. Ils ne pourront pas être efficaces, mais quand ils vont rester à l'école, continuer les cours jusqu'à 12h30 et puis partir, je pense que l'idée elle est vraiment salutaire. Rassurer que l'application de cette recommandation n'impactera pas négativement la tenue de la suite de l'année scolaire ainsi que l'organisation des examens de fin d'année, le directeur du centre d'animation pédagogique de Bangoni confirme l'effectivité de la note dans sa circonscription. Le réaménagement est le bienvenu et c'est appliqué à 100% dans les écoles. Les conseillers tous les matins sortent, il y a tous les conseillers, chaque conseiller a une école à superviser tous les jours, sans compter les écoles de suivi, les séances de suivi pédagogique. Tous les conseillers passent dans toutes les écoles, dans chaque école tous les matins. Alors c'est appliqué à 100%. Les cours commencent à 7h30 et finissent à 12h30. Et il y a par exemple au second cycle, il y a 5 heures de 7h30 à 8h30, de 8h30 à 9h30, on observe la récréation et on reprend à 9h45, 9h45, 10h45, 10h45, 11h45 et 11h45 à 12h30 et la dernière elle fait 45 minutes. Donc c'est la proposition qui a été faite. Mais aussi, à côté de cela, tous les directeurs aussi peuvent réaménager selon leur cas. Parce qu'au cas par cas, on n'est pas contre. Seulement, il faut appliquer la durée de 7h30 à 12h30. Parce qu'après 12h30, le soleil est au zénith et il fait très très chaud. Donc, pas seulement les enfants, même les enseignants, le corps professoral, n'est-ce pas, a des difficultés à supporter cela. Donc, c'est pour vous rassurer et vous dire qu'au Cap de Bangoni, c'est appliqué à 100%. Tout au long du périple et partout où notre équipe s'est rendue, l'acte était appliqué à la lettre par tous les acteurs. Téléphoner en conduisant est devenu une habitude pour de nombreux automobilistes. Pourtant, cette pratique à haut risque est responsable de nombreux accidents de la route. Pourquoi ce comportement dangereux est-il banalisé aujourd'hui? Élément de réponse dans ce reportage de Mahamadou Benchirif Soumano et Draman Mali. Le téléphone au volant figure parmi les principales causes d'accidents de la circulation. En consultant leur téléphone, les conducteurs détournent leur attention de la route, mettant ainsi leur vie et celle des autres en danger. Selon le code de la route, l'usage du téléphone en conduisant est strictement interdit et passible d'une amende de 15 000 francs CFA. Malgré cette sanction, le constat reste alarmant. Dans la circulation quotidienne, nombreux sont ceux qui continuent d'enfreindre la règle, souvent par habitude ou par négligence. Le téléphone, c'est carrément interdit au volant. Le téléphone, ça fait deux choses. Quand vous êtes au téléphone déjà et en train de conduire, toute l'attention est attirée vers le téléphone. Vous avez les braqués sur la route, mais l'attention est au téléphone. Donc c'est ce qui crée la plupart des accidents. Les gens, il ne faut pas attention. À partir du moment où tu es au téléphone, toute l'attention est attirée vers ce que tu es en train de dire. Sinon, ce que tu es en train de regarder, tu es en train de lire ouvert, mais tu ne vois pas ce que tu es en train de regarder. L'esprit est de l'autre côté, là où il est en train de parler, tu es concentré, l'attention est tirée sur le téléphone et sur la conversation sur laquelle tu es en train. Si on dit attention, les gens, il ne faut pas beaucoup attention. Les gens, il ne faut pas attention. L'attention, c'est quoi? La gravité, il ne tient pas compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. S'ils tenaient compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire, ce que ça pouvait donner, les accidents que ça peut donner, les pertes en vie humaine que ça peut donner, ils ne vont jamais aller téléphoner en conduisant. Le téléphone au volant est un danger pour la sécurité des usagers de la route, un danger d'abord pour le conducteur lui-même, mais un danger pour les autres usagers de la route.
De nos statistiques, nous avons remarqué beaucoup d'accidents graves de la circulation routière au niveau du centre urbain sont dus donc à l'utilisation du téléphone tenu à main pendant la conduite, que ce soit sur la moto ou dans les véhicules. Et comme vous l'avez remarqué, les amendes les plus élevées du point de vue infraction sont celles également destinées donc à l'utilisation des téléphones au volant, qui sont de l'ordre de 15 000 francs. Et donc pour éviter vraiment ça, nous invitons les usagers de la route, chaque fois que vous avez un appel, c'est de vous mettre à côté, faire votre appel et reprendre la circulation en toute sécurité. Les conséquences sont graves. Cela peut aller d'un simple accident à des accidents mortels, explique un usager. Les spécialistes rappellent que lorsqu'un appel survient, il est impératif de s'arrêter sur l'accotement avant de répondre ou d'attendre un moment propice pour rappeler. Bon, c'est une question de conscience, c'est une question de personne, c'est une question d'éducation. Je l'ai tout le temps dit. La répression, tu es dans ta voiture, tu es en train de téléphoner, tu vois les policiers en distance, tu fais descendre le téléphone et après les policiers, tu reprends le téléphone. C'est la pratique courante que nous faisons tous. Ça, c'est la vérité. La police, les policiers, la répression, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Mais seulement, c'est une question de personne et de conscience. Il faut être conscient et que ce que tu es en train de faire, ça peut donner des accidents, des pertes de vie humaine. Quand tu es conscient de ça, je crois que tu ne vas pas décrocher le téléphone. Et ton ascendant ne sera pas attiré vers le téléphone ou vers la conversation, mais sur l'axe, sur la route, sur ta conduite. C'est de ne pas décrocher le téléphone, c'est réprimé par le code de la route, ne pas décrocher le téléphone. Il y a des amendes selon les préfectures, selon les administrations. Je demande aux usagers de ne pas téléphoner au volant. Je demande aux usagers de Bluetooth ou le téléphone en main. Je les demande pour l'amour, pour le respect de la circulation et des usagers d'éviter ces genres de pratiques pour ne pas engendrer des pertes en vie humaine. Merci. Parce qu'il y a des accidents qui sont évitables, mais les accidents liés directement au téléphone en volant sont encore plus évitables parce que ne nécessitent pas une urgence particulière. Donc c'est pourquoi de plus en plus dans nos contrôles routiers au niveau urbain, au niveau interurbain, nous mettons beaucoup d'accent donc sur l'utilisation du téléphone tenu à main pendant la conduite. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur la vidéoverbalisation parce que la police n'est pas partout. L'idée c'est d'avoir un policier derrière chaque usager, c'est pas possible, on n'a pas cet effectif. Donc l'autre point de compensation, c'est de faire en sorte qu'on ait des systèmes de vidéoverbalisation pour un maillage de l'ensemble du réseau routier. Et donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire dans le cadre du projet Mali Nafasoro Sira, qui est un projet piloté donc par le ministère des Transports et des Infrastructures avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Et nous allons réaliser ce projet pilote-là. Et je pense qu'au cours de l'évaluation de ce projet, vous verrez que nous allons réduire considérablement tout ce qui concerne infractions individuelles ou collectives concernant les règles de la circulation routière. Le respect du code de la route est une responsabilité partagée. Ne pas s'y conformer, c'est s'exposer à des sanctions, mais surtout mettre en danger la vie des autres usagers. Face à ce phénomène grandissant, les autorités et les acteurs de la circulation routière appellent à une prise de conscience collective, car au volant, chaque seconde d'inattention peut coûter une vie. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images avec la voix d'Alhamidou Badini. Au moment où Khartoum désigne les Émirats arabes unis comme l'un des soutiens présumés de la salve de drones qui a frappé son aéroport lundi 4 mai, la diplomatie française continue de ne nommer personne. Entre le contrat Rafale conclu avec Abu Dhabi, les implantations militaires françaises aux Émirats et la présence documentée de systèmes français d'autoprotection Galix sur des blindés émiratis aux mains des forces de soutien rapide, Paris se trouve dans une position diplomatique de plus en plus inconfortable. D'autres pays comme l'Algérie n'hésitent pas à mettre des mots sur ce que plusieurs chancelleries occidentales préfèrent encore éluder. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue dans la nuit de lundi à mardi,
Le ministre soudanais des Affaires étrangères et le porte-parole de l'armée ont affirmé disposer de preuves concluantes désignant les Émirats arabes unis et l'Éthiopie comme impliqués dans les frappes ayant visé l'aéroport international de Khartoum, la base militaire des transmissions de Khartoum Nord et le centre d'entraînement d'Al-Markiya. Le roi Mohamed VI a nommé le prince héritier Moulay El Hassan au poste de coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des forces armées royales, selon un communiqué officiel. Cette désignation place le prince au sein de la structure de commandement militaire du royaume. Elle s'inscrit dans la continuité des pratiques au sein de la monarchie marocaine, où le souverain, également chef suprême des forces armées royales, supervise directement ce type de nomination stratégique. Une logique de préparation progressive à l'exercice des plus hautes responsabilités au sein de l'État. Ce nouveau rôle place désormais le jeune prince au cœur de l'organisation militaire du royaume. En procédant à cette nomination, le 23e souverain alaouite ne cache pas sa volonté de familiariser son héritier avec les mécanismes de gestion et de décision liés à la défense nationale. Le roi Mohamed VI avait lui-même occupé cette fonction à partir de 1985 sous le règne de son père, Hassan II. Tous les fournisseurs qui livraient auparavant du pétrole à Cuba sont désormais victimes d'intimidation et de menaces de la part des États-Unis en violation des principes du libre-échange, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères. Il a également qualifié de mensongères les déclarations du secrétaire d'État américain Marco Rubio, selon lesquelles il n'y aurait pas de blocus pétrolier contre Cuba. En 4 mois, une seule cargaison de carburant est arrivée à Cuba, a écrit le ministre sur sa chaîne Telegram. Tous nos fournisseurs sont victimes d'intimidation et de menaces en violation des principes du libre-échange et de la liberté de navigation, a-t-il ajouté. Auparavant, les autorités cubaines avaient déclaré qu'aucune cargaison de pétrole n'était parvenue au pays depuis décembre dernier, date à laquelle les États-Unis avaient commencé à bloquer le passage des pétroliers en provenance du Venezuela, alors principal fournisseur du pétrole de Cuba. Fin mars, le pétrolier russe Anatoly Kolotkin a livré 100 000 tonnes de pétrole à Cuba, améliorant considérablement la situation énergétique critique du pays. Donald Trump a annoncé ce mardi 5 mai la suspension de son projet Liberté d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si un accord pouvait être finalisé et signé avec l'Iran, après ce que le président américain a qualifié de grands progrès dans les négociations. Il a précisé que le blocus américain des ports iraniens entré en vigueur le 13 avril était maintenu et que cette pause avait été décidée à la demande du Pakistan et d'autres pays. Le projet Liberté devant permettre à des centaines de bateaux bloqués dans le Golfe de franchir le détroit a été lancé ce lundi. Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs assuré plus tôt dans la journée que la phase offensive du conflit avec l'Iran était terminée. Nous avons passé ce stade, a affirmé Marco Rubio lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, utilisant le nom de code donné par les États-Unis à leurs opérations contre l'Iran. Depuis le début de la guerre, le 28 février, Téhéran contrôle le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi doit quant à lui rencontrer mercredi son homologue chinois en Chine
pour discuter de la guerre au Moyen-Orient. Cette visite intervient en amont de celle de Donald Trump à Pékin, prévue le 14 et le 15 mai, où il s'entretiendra avec Xi Jinping. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Cherifla TV.